Oui, alors passer en troisième, c'est tentant. On a envie de répondre à tout ce que les camarades ont dit avant, mais on va se tenir à son propos. Mais même si on a prévu de dire des choses, moi, il m'est arrivé un truc incroyable cet après-midi. Ce matin et cet après-midi, je suis allé dans des classes qui vont de la maternelle, des enfants de 4 ans jusqu'à 8-10 ans. Je suis intervenu, j'ai lu des lulus, j'ai lu des histoires aux enfants. J'adore ça. Et les enfants avaient préparé des questions, ils ont beaucoup travaillé, ils avaient beaucoup travaillé, c'était très, très, très sérieux. Et ils me posaient des questions, et il y a un moment, les enfants m'ont demandé, mais vous habitez où? Alors j'ai dit Paris. Et il y a une petite fille qui m'a dit, mais à Paris, c'est la guerre. Et alors j'ai essayé de lui dire ce qui s'était passé, que c'était seulement localisé dans un endroit de Paris. Et elle m'a dit, mais on a tué des gens. Et elle m'a posé cette question qui m'a troublé, qui me trouble encore et qui m'émeut. Et pourquoi t'es pas mort, toi? Pourquoi t'es pas mort, toi? Et je l'ai regardé comme ça et je me suis dit, c'est vrai ça, pourquoi je suis pas mort, moi? La seule réponse que j'ai pu lui faire, c'est que si j'étais mort, ça aurait fait de la peine à ma fille, à moi. Et cette petite fille était en face de moi et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Dans un premier temps, j'étais foudrage parce que je me suis dit, cet enfant, on l'a laissé devant ces télévisions des derniers jours. Ce qui s'est passé récemment. Elle a vu des choses. Elle a eu, de toute évidence, pas le temps de les comprendre, de les digérer. Elle en est à vouloir parler, vouloir parler. Et j'ai vu son enseignante était un peu mal à l'aise parce qu'il disait, mais non, on n'est pas là pour parler de ça. Si. On est là pour parler de ça. Quand on vient le matin dans une classe et qu'une petite fille vous demande pourquoi vous n'êtes pas mort, vous êtes là pour parler de ça. Et vous êtes là aussi pour vous poser cette question, oui, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Et c'est une question fondamentale pour la question qui nous occupe. Cette formation d'aujourd'hui pour des adultes de demain. Il faudrait d'abord qu'on sache à qui on a affaire en face de nous. Il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, un homme que j'ai reçu dans une émission, Michel Serres, et ce livre c'est Poussette. Poussette est un livre, pour moi, que je trouve fondamental. Fondamental. Qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? Qu'on a en face de nous des enfants qui ont cette hardiesse et cette malignité de faire semblant de ressembler aux enfants qu'on était et d'être fondamentalement différents à l'intérieur. Nous regardons des aliens. Leur cerveau n'est absolument pas du tout comme nous. Et vous avez tous vécu ces moments de vie familiale formidables où votre adolescent, la mienne a 17 ans, est devant vous, vous lui parlez, elle est en train de taper un texto, elle regarde la télévision en même temps et va sûrement réussir à même regarder peut-être un bout d'un jeu ou d'une série télévisée en même temps qu'elle vous parle. Et vous êtes là et vous lui dites « mais regarde-moi quand je te parle ». Et ce qui est le pire dans tout ça, c'est que tout ce qu'elle est en train d'entreprendre, elle va le réussir. Le SMS va être correctement orthographié, c'est-à-dire elle va parler dans la langue avec laquelle elle parle d'habitude avec ses copines en SMS. C'est-à-dire pas la même avec laquelle vous parlez avec elle. Moi, j'exige un excellent français en SMS, elle s'y tient. C'est un peu comme nous, quand on était petits, on disait « Tu sais, hein, chez mamie, on ne dit pas de gros mots. » Et vous disiez pas de gros mots. On avait déjà, nous aussi, on était multitâches. Nous aussi, on savait ce que c'était qu'un registre de langage, sans le savoir. Et les gamins qu'on a en face de nous sont comme ça. Leur cerveau tourne très très vite. C'est une réflexion quasiment obscène que de dire que nos enfants d'aujourd'hui ne savent rien. Ils savent un nombre considérable de choses que souvent nous ne savons pas. Nous ne savons même pas ce qu'ils savent. Et c'est ça qui est douloureux. C'est pour ça que je pense à cette petite fille. Est-ce que ses parents se sont rendus compte de ce qu'elle savait? Est-ce qu'il faut, pour savoir ce que nos adolescents pensent, regarder Shameless comme série télévisée, ou Friends, ou leur demander quelle série il serait bon qu'on regarde pour être un petit peu à niveau? Il n'empêche que c'est la relation qu'on a aujourd'hui avec nos enfants si on veut garder un contact. Parce que l'école, oui, parce que notre éducation, oui, mais que quasiment l'essentiel de ce qu'ils ont dans cette tête d'ange, nous n'en savons rien, et c'est venu d'ailleurs. Et c'est venu d'Internet, et c'est devenu des copains, et c'est devenu de ceux à quoi ils ont accès sans nous. Que se passe-t-il dans leur tête? Que se passe-t-il dans leur chambre?
Que se passe-t-il dans leur cœur? Est-ce qu'on le sait? Et c'est pourtant avec cette méconnaissance absolue de nos enfants que l'on programme leur avenir, que l'on programme ce que l'on va leur apprendre. L'école d'aujourd'hui, j'ai une fille de 17 ans. C'est un exemple parce que je trouve qu'il qualifie parfois l'école. Si aujourd'hui, à Dieu ne plaise, on lui demande d'étudier Madame Bovary, classique parmi les classiques, on s'agenouille devant une demande comme celle-là. Un enfant d'aujourd'hui, un jeune homme d'aujourd'hui, une jeune fille d'aujourd'hui ne s'agenouille pas, sauf devant Internet. Il va taper immédiatement Madame Bovary, explication. Et il va l'avoir. Il va avoir toutes les questions possibles et imaginables qu'on a pu poser sur Madame Bovary. Il va avoir les réponses. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va sacrifier un autre Dieu, copier, coller. Eh oui, aujourd'hui, c'est un véritable Dieu qui sévit à tous les niveaux de l'enseignement, jusque dans les universités, puisqu'on doit installer des logiciels pour repérer ça. Et ce qui est le pire, ce n'est pas qu'il fasse du copier-coller, ce qui est, disons, une actualisation de l'anti-sèche. Non, parce qu'on a tous pratiqué un peu l'anti-sèche. Non, c'est que quand ils auront donné les réponses à l'école, ils vont recevoir une note. Ils vont être notés. Parce que dans cette espèce de jeu de rôle que peut devenir l'école, l'enseignant fait semblant d'interroger un élève qui fait semblant de répondre avec une vraie note. Et c'est la réalité de ce qui se passe. Et quand j'écoutais même les interventions, bien sûr qu'on leur demande beaucoup, bien sûr qu'on leur demande de la motivation, bien sûr qu'on leur demande. Mais on a quoi, nous? Est-ce qu'aujourd'hui, nous, on voudrait avoir 20 ans pour vérifier si on est motivé? Si on est motivé à la vie, à l'avenir, à ce que nous préparent les adultes? Est-ce qu'on voudrait réaliser ce test-là, de savoir si c'est si facile que ça, dans un pays où, comme le nôtre, le chômage est féroce, d'être motivé au travail? Vous savez, hein, j'étais professeur pendant 25 ans et j'étais irréductible sur la préparation des examens. Pour moi, ils devaient réussir. Mon boulot, c'est de les faire réussir, que ce soit le bac ou le BTS. Comme je leur disais, je ne suis pas là pour avoir le prix de camaraderie, je suis là pour que vous réussissiez vos études, parce que c'était leur seule chance, parce que j'enseignais dans des sections technologiques et que c'était des gamins qui venaient de milieux populaires comme moi je l'avais été. Donc c'était leur seul trésor. Et je me souviens même quand ces gamins, vers 19h ou 17h, 18h, un vendredi, qui ne voulaient pas travailler, parce que c'est vrai, c'est bête, mais ils sont des fois fatigués, on leur a surchargé leur journée, et qui me disaient « Non, monsieur, non, là on ne bosse pas, non, là on en a marre, non, le devoir, monsieur, demain, quoi, bon. » Je leur disais « Mais bien sûr qu'on ne va pas travailler, mais je suis d'accord avec vous, on ne travaille pas, on ne va rien faire. » Je veux juste vous dire un truc. C'est qu'à la même heure en ce moment, ceux qui un jour seront vos chefs, dans les écoles où ils sont, ils travaillent. C'est cynique, c'est un moyen pédagogique dégueulasse, mais ça marche. Parce qu'ils sont fiers, et que l'école n'est pas là pour fabriquer des chefs pour eux, et que j'étais là, moi, au contraire, pour qu'ils essaient d'échapper à ce type de pesanteur. Donc, quand j'étais face à eux, aujourd'hui, comme hier, je leur dirais peut-être la même chose, mais avec beaucoup moins de chances d'être cru. Travaille et tu auras du travail. C'est faux. C'est pas vrai aujourd'hui. Et un jour, c'était encore plus définitif. Quand je les préparais de façon un petit peu violente à l'examen, un peu difficile, comme on prépare un examen, ils me disaient, monsieur, au lieu de nous préparer à l'examen, vous ne pourriez pas nous préparer à la mise en examen, ça a l'air plus rentable. Ils regardent la télévision, ils écoutent. Les gens qui nous dirigent, les gens qui ont pris des responsabilités, les gens quoi. Et ils s'aperçoivent bien que par ailleurs, cette exigence que l'on a à leur égard, est-ce que ces adultes l'ont à l'égard de leurs devoirs? Est-ce que tous les jours, partout et tout le temps, dans cette formidable parabole qu'ils sont, ils ne reçoivent pas des preuves tangibles et répétées que non? Et nous voudrions qu'ils aient ce surcroît de conscience. Il faudrait de temps en temps quand même qu'on leur pose des questions à laquelle ils puissent répondre parce que nous avons donné des débuts de réponse. Et ça n'est pas le cas. Donc moi, ce qui m'intéresse, parce que je parle
de simplement mon expérience. Et certainement dans des minutes qui s'épuisent. Mais je suis, moi, un gamin d'un milieu populaire, effectivement, 11e d'une famille de 13, et on a gentiment rappelé que la faute d'orthographe était ma langue maternelle, c'est-à-dire que je suis un dysorthographique profond, un cancre. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je voudrais dire aux organisateurs qu'au lieu de nous mettre dans une espèce d'inquiétude orthographique de savoir si balade prend 2 L ou un L, il serait bon que cette manifestation s'écrive balade avec 3 L. Ça la distinguerait de toutes les balades et ça éviterait quelques hésitations pour certains d'entre nous encore. Bon, je pense bien que vous sachiez, moi je reste encore un petit peu dubitatif sur le sujet. Donc je dis à ces gosses à qui on demande tant, je crois qu'il faudrait commencer par se rendre compte qu'ils sont dans un bain, nous, on était d'une époque, moi je suis un enfant des 30 Glorieuses. Quand on me disait « travaille et tu auras du travail », c'était vrai. C'était vrai. Il y avait 500 000 chômeurs en France en 1968, quand ça a pété. Aujourd'hui, on est à plusieurs millions et les statistiques sont, comme disait Disraeli, il y a le petit mensonge, le grand mensonge et les statistiques. Disraeli était un garçon qui avait beaucoup d'acuité. Donc aujourd'hui, un gamin comme moi ne peut pas faire l'itinéraire que j'ai fait. Comment se fait-il que 40 ans après, un petit picouli qui serait né dans les cités de la banlieue parisienne, qu'on appelle aujourd'hui les quartiers, après les avoir appelés les quartiers défavorisés, un jour on les appellera les culs, parce qu'on n'aura rien d'autre à dire et surtout rien à leur proposer. Comment se fait-il que ce gamin ne peut pas avoir la même trajectoire que moi? Pourquoi il ne peut pas rentrer dans la meilleure fac de droit sans avoir le baccalauréat, comme ça m'est arrivé? Qu'il puisse continuer ses études dans la meilleure fac de gestion Dauphine, comme ça m'est arrivé? Qu'il puisse aller en doctorat, devenir professeur, et ainsi de suite. Pourquoi? Est-ce que moi, qui crois à égalité, fraternité, la devise de la France, est-ce que je peux un jour, une seconde, considérer ça comme normal? C'est pourquoi, même dans notre réflexion, on a raison de demander aux jeunes d'être et d'être encore plus. Mais je crains bien qu'il faille commencer par nous dans ce domaine-là, et peut-être qu'on a une chance qu'ils nous écoutent. Merci.